Bonjour, je suis Delphine Poublin, fondatrice et directrice générale de SOS Professionnel. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Joël Moanzé, qui est docteur en neurosciences, consultant, conférencier, formateur et auteur de 10 livres. Alors, il va nous parler aujourd'hui de l'épuisement chez les professionnels. Bonjour Joël, bienvenue. Merci. Allô, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on se rencontre, après tellement d'années à être en contact à distance. Donc c'est un honneur vraiment pour SOS Professionnel de t'accueillir aujourd'hui parce que tu es docteur en neurosciences, mais tu as une formation vraiment très vaste. Tu as une formation en pédagogie, en psychomotricité, en neurosciences et en éthique. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Puis en plus, tu es très productif parce que tu as fondé plusieurs instituts, notamment l'Institut de développement de l'enfant et de la famille, l'Institut de psychologie et neurosciences, qui est actuellement celui sur lequel tu travailles plus. Chaque institut a un objectif bien précis, dans le sens qu'au départ, l'Institut de développement de l'enfant et de la famille avait une vision beaucoup plus au niveau de la recherche et au niveau de l'intervention clinique, alors que l'Institut de psychologie et neurosciences, c'est plus de la formation en tant que telle. Comme je fais de moins en moins de cliniques, comme je fais de moins en moins de recherche, parce qu'il y a un moment donné où une journée, c'est que 24 heures, j'aurais bien voulu les étendre, mais ce n'est pas toujours facile, ce qui fait que on délaisse peut-être un peu plus l'Institut. Puis on avait aussi au départ, quand on a créé, parce que je dis on, parce que ma conjointe était impliquée dans le processus, d'avoir une vision un peu plus médecine intégrative, mais il y a beaucoup de choses qui sont très lentes à certains développements. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'on mettait beaucoup d'énergie à essayer de créer un momentum qui n'était peut-être pas en phase avec là où la population et même beaucoup de professionnels pouvaient être. Ce qui, moi, m'a amené à donner beaucoup plus de formation. Et donc, c'est pour ça que l'Institut de psychologie et neurosciences s'est développé énormément ces dernières années. D'accord. Donc, tu donnes des formations pour les parents ou pour les professionnels de la santé, de l'éducation? Pour tout le monde, en fait, je vais m'adresser à des parents, je vais m'adresser à des gestionnaires d'entreprise, je vais m'adresser à la santé publique. Je travaille beaucoup avec eux, avec les CI3S, avec les écoles, tant ici au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et même en Belgique. J'ai plusieurs contrats, en fait, dans le domaine de la formation continue des sages-femmes. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont là parce que les gens essayent de comprendre de plus en plus comment le cerveau fonctionne. Et quand on parle du cerveau, on peut avoir une vision un peu mécanique du cerveau qui va conduire vers de la médication, ce qui peut être une solution pour certaines personnes qui peuvent avoir de la difficulté à gérer ce qu'ils ont à gérer. Moi, je travaille beaucoup plus avec une vision, comment est-ce qu'on comprend le comportement? Il y a une dynamique dans le comportement. Il y a une raison pour laquelle on développe tel type de réaction ou tel autre type de réaction. Donc, pour moi, derrière le symptôme, il y a un message. Alors, comme j'ai plus une nature à souhaiter que les gens apprennent à pêcher, donc développe des outils pour pouvoir arriver à développer leur autonomie, plutôt que de leur offrir des poissons, même si c'est bien utile d'avoir des poissonneries qui offrent d'excellents poissons, j'essaie d'aider les gens, en fait, à mieux comprendre les dynamiques. Souvent, les parents, les enseignants, les professionnels savent quoi faire. Le seul problème, c'est qu'ils savent pas toujours à quel moment ils doivent le faire. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de détresse chez les parents, chez les enseignants ou chez les intervenants psychosociaux. C'est que, comme ils interviennent au mauvais moment, la stratégie, même si elle est extraordinaire, elle ne marche pas. Puis c'est pour ça qu'ils aboutissent à un moment donné chez le médecin et disent, je sais plus quoi faire, aidez-moi. Et le médecin va donner du poisson. Sur ton dernier, je pense que c'est peut-être ton dernier site web où tu offres des formations aussi en ligne, c'est écrit « Faire la différence, choisir la bienveillance au quotidien ». Donc, ça me parle beaucoup de qui tu es. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur qui tu es et pourquoi tu as choisi de dédier ta vie finalement au développement humain positif. J'aurais envie de dire, il y a la première, c'est que j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle dans laquelle la violence était omniprésente. La première école que j'ai fréquentée en maternelle jusqu'à la fin de ma première année, c'était régulier aussi que les enseignants pouvaient me frapper. J'étais un enfant qui peut-être
un TDAH, comme on dit aujourd'hui? Non, pas nécessairement, mais en même OK. temps, tu sais, je m'ennuyais beaucoup à l'école, dans le sens que j'adorais apprendre, mais c'était trop lent pour moi. Donc, quand on devait attendre, tu sais, on le voit encore aujourd'hui, on va faire très attention aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, on met l'énergie là-dedans, puis toutes les écoles sont centrées là-dessus. On met les enfants qui sont dans la moyenne, ben, ils sont capables de suivre, de s'agencer et ainsi de suite. Mais tu as des enfants qui ont plus de facilité à apprendre, qui ont besoin d'être stimulés, qui ont besoin de qu'on les challenge. Et si tu fais pas attention à eux, il y a un moment donné, en fait, où ils implosent. Et à l'époque où moi j'étais en maternelle, ben j'attendais que mes collègues aient terminé leurs affaires. Alors en enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben ça s'est assis sur une chaise, tu restes assis sur ta chaise, et puis tu te chantes des chansons, puis comme la plupart des comptines sont des comptines qui font bouger les enfants, ben tu finis par bouger, ce qui est tout à fait logique. Donc je bouge sur ma chaise. C'est pas une problématique de TDA ou TDAH, c'est une problématique que je m'occupais comme je pouvais avec les moyens du bord, ce qui pouvait déranger visiblement l'enseignant qui a utilisé malheureusement des méthodes regrettables. Alors le fait d'avoir vécu ce type de violence-là, ben ça m'a sensibilisé peut-être parce que probablement ce qui m'a sauvé, c'est ma lucidité, de voir un petit peu que ça n'avait pas de sens ce dans quoi j'étais. Au primaire, ben on subit un peu. J'ai quand même quelques professeurs que j'ai eu dans la deuxième école où je suis allé, qui ont été en fait des tuteurs de résilience pour moi, qui m'ont montré autre chose que ce que j'avais reçu auparavant ou ce que je recevais à la maison. J'avais des directions d'école qui m'adoraient, donc je voyais l'intégrité chez ces gens-là, puis c'était tellement rassurant. Donc il y a un décalage entre ce que j'avais vécu ou ce que je vivais encore et ce que j'étais en train de vivre dans la nouvelle école. Et veux pas, ben ok, qu'est-ce que je fais? Puis je me souviendrai toujours à 12 ans d'avoir, est-ce que je reproduis ce que mes parents me donnent en héritage ou est-ce que je crée quelque chose de différent? Et c'est là que des livres, notamment Jacques Salomé, j'ai commencé à lire, du Michel Quast, j'ai vu une télésérie que j'ai adorée, que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Pause Café. C'est une intervenante psychosociale qui aidait beaucoup les jeunes en essayant de comprendre pourquoi est-ce que le jeune se désorganisait à l'école et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider de manière à ce qu'il n'y ait plus besoin. C'est comme si ce discours-là de Joël Mazar venait rencontrer ce que moi j'étais à la recherche en tant que jeune adolescent, et c'est là que ça a embarqué. Puis j'ai eu mes premiers cours de neurosciences en deuxième année secondaire, où ma prof nous a expliqué comment fonctionnait le cerveau d'un point de vue anatomico-fonctionnel. Et parce que ce qui était génial, c'était pas juste des planches d'anatomie, c'est qu'elle nous expliquait les fonctions et la logique qui était en arrière. Moi, je suis tombé en amour avec les neurosciences, donc j'aimais beaucoup la psycho, l'intervention, les neurosciences, puis petit à petit, c'est ce qui m'a amené à faire la carrière que j'ai faite. Wow, merci. Écoute, je savais pas, je connaissais pas ton histoire. Donc, ça parle vraiment d'une vocation précoce, en fait, que t'as eue. Puis, ça explique pourquoi tu as voulu aussi écrire une dizaine de livres qui outillent les gens, qui expliquent les phénomènes, justement. Puis, on a l'impression que c'est une autre époque, ce que tu nous racontes, mais en même temps, pas tant que ça. Parce que là, il y a eu une étude entre 2013 et 2019 qui a montré que 15% des élèves du primaire, 20% des élèves du secondaire affirment avoir vécu de la violence verbale de la part des adultes dans les milieux d'enseignement. Donc moi, c'était un chiffre qui m'a vraiment percuté. Puis plus récemment, tu sais, fin avril, il y a eu des cas qui sont sortis beaucoup dans les médias d'enseignants qui passent les bornes, on peut dire, dans les écoles, dans leurs classes. Notamment cette enseignante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui criait, qui hurlait littéralement sur ses élèves. Ça a vraiment choqué toute la population québécoise parce qu'elle est vraiment hors d'elle. Tu sais, on voit qu'il y a vraiment une problématique. On voit qu'il y a une souffrance du corps enseignant aussi. Chez les soignants, on appelle ça la fatigue de compassion. Et chez tous les corps professionnels, on peut parler d'épuisement professionnel. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Parce que notre public, c'est des professionnels. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça existe encore de nos jours? Mais en fait, si je reprends ce que tu viens de nommer par rapport à ce qui s'est passé à Sainte-Marthe, je crois que ça a toujours existé. Mais que on avait une manière peut-être de dire, ben, si l'enseignant se fâche, c'est qu'il a raison. On avait peut-être eu des parents qui ont protesté, on va les appeler des parents rois, on va les appeler des parents hélicoptères, on va les appeler les parents chasse-neige. Donc, en fait, on ne remettait pas en question quelque part le comportement de certains professionnels qui, malheureusement, n'étaient plus suffisamment outillés que pour gérer le degré de stress qu'ils avaient à vivre dans leur travail au quotidien. Et ce phénomène-là, c'est comme si ça venait de dire, OK, on s'arrête
socialement, on n'accepte plus ce genre de comportement. Au même titre que la DPJ a une vocation de dire on n'accepte plus la violence faite aux enfants. On demande que les enfants ne soient plus des toutous que papa et maman vont se disputer pour pouvoir se faire du tort à l'un et à l'autre. Donc, notre société, elle évolue et quelque part, on se donne des critères avec lesquels qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus. On peut faire de la discipline sans avoir besoin de crier sur ses élèves. Au contraire, quand un enseignant crie sur ses élèves, il a perdu toute son autorité, et puis ça se sait d'une année à l'autre parce que ça se dit. D'accord? Donc, quelque part, crier est la dernière des choses qu'il faudrait faire dans une classe. Crier est la dernière des choses qu'on devrait faire tout au commun. Mais pourquoi est-ce qu'on crie? Et ça, devient à ce moment-là, qu'est-ce qui amène un professionnel à se mettre à crier? La première chose, c'est que la formation à l'université n'est pas adéquate avec la réalité d'aujourd'hui dans nos classes. Il y a un décalage entre ce qui s'apprend d'un point de vue théorique, d'un point de vue didactique. Tu sais, quand tu es chercheur, tu contrôles tous tes paramètres, tu as juste une variable sur laquelle tu vas venir prendre des mesures et tu vas prétendre éventuellement que ta méthode est meilleure que celle des autres. Mais ça marche peut-être dans le domaine de la science, mais dans le domaine de l'humain, il y a une grande différence. Moi, j'aime beaucoup dire, prendre une comparaison, c'est comme si on considère l'être humain comme un poisson rouge dans un bocal et qu'on étudie très, très, très bien ce poisson rouge dans un bocal. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas juste un poisson rouge dans un bocal. Il y a des dizaines et des dizaines de poissons rouges dans le bocal. Donc, tant qu'on ne comprendra pas les interactions qu'il y a entre les différents poissons rouges, on n'aura rien compris de l'expérience humaine. D'accord? En l'occurrence du poisson rouge, si je reprends mon exemple. Et ça, malheureusement, c'est pas suffisamment enseigné parce que les universités veulent des données quantitatives, on veut des données probantes, il y a des égos. D'accord? Donc, on veut démontrer que la technique ou la pédagogie que j'enseigne est meilleure que celle des autres parce que ça justifie des fonds de recherche. Donc, il y a tout un contexte dans lequel les enseignants ne sont pas toujours suffisamment outillés. Ceux qui vont étudier, par exemple, en adaptation scolaire, ont plus de capacité de gérer éventuellement une classe qui est un peu plus compliquée. Ceux qui ont travaillé dans des camps d'été ou qui ont été moniteurs de ski, moniteurs de soccer ou de hockey, ont plus de capacité à gérer des classes, d'accord, qui sont peut-être parfois un peu plus demandantes. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne changera pas la manière dont on forme nos enseignants, on risque malheureusement d'avoir des enseignants qui vont être en difficulté. Et comme toute personne, comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, quelque part, quand on est face à une situation X, on va tenter de s'y adapter. On va avoir des émotions. Nos émotions vont nous donner une direction. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que je veux? Est-ce que je veux pas? Est-ce que ça me rend heureux ou ça me rend malheureux? Donc, l'émotion me donne une direction par rapport à comment gérer la situation. Mais au même moment que l'émotion est déclenché dans le cerveau, il va y avoir une fraction de seconde la libération de plein d'hormones de stress. Les hormones de stress nous permettent de nous adapter. Par exemple, si je veux prendre un bus et que le bus est arrivé au point d'arrêt, la peur de rater mon autobus va faire en sorte que je vais libérer les hormones de stress et de l'acide lactique pour pouvoir courir et éventuellement attraper mon bus. C'est naturel. Dans toutes les émotions, on va avoir ça. Donc, qu'on soit heureux, malheureux, triste, dégoûté, n'importe quoi, ces hormones de stress vont être libérées. Alors, si on ne tient pas compte de ces hormones-là et qu'on est moins connecté à ce qu'on l'on vit, ben, veut pas, elles s'accumulent. Elles s'accumulent. Elles s'accumulent. Parce que une fois qu'on a eu notre vague hormonale où on a justement l'émotion et la libération de ces hormones-là, ça ne revient pas à zéro parce que les hormones ne sont pas dégradées, elles sont toujours en fait dans notre sang, elles sont toujours disponibles pour nous. Donc à chaque fois qu'on vit une petite émotion, on va avoir de plus en plus d'hormones de stress, d'accord, disponibles dans notre organisme. Alors on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, et il y a un moment donné où on n'arrive plus à s'adapter parce que ça va trop loin, ça nous demande trop d'efforts. L'enfant, dans la plupart du temps, va faire une crise. Il va claquer la porte, il va nous insulter, il va donner un coup, il va mordre, il va nous protester, il va s'opposer à nos consignes. Mais les adultes, on a plus de ressources.
il y a quand même un avantage d'avoir eu de l'éducation. Notre cerveau se développe un peu plus, donc on est capable de tenir un peu plus longtemps, mais on tombe en suradaptation. Et donc, tous nos mécanismes de défense qu'on a patiemment mis en place quand on était enfant et adolescent, éventuellement des aspects qu'on pourrait dire de troubles de la personnalité, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble de la personnalité, mais il y a des traits qu'on peut avoir. Par exemple, on a tous des traits narcissiques, on a tous envie d'être beau, d'être admiré, d'être apprécié, quand on met une photo sur Facebook ou Instagram, on va prendre une belle photo. C'est assez rare qu'on va prendre une photo de nous qui ne nous met pas en valeur. On va mettre nos enfants, par contre, tu sais, parce qu'on va se dire, hey, regarde comment je suis bon, moi, d'accord? Et puis mes enfants vont faire, d'accord? Donc, mais il va y avoir, en fait, cette volonté narcissique. Elle est tout à fait logique, d'accord? Mais si je n'accepte pas, j'ai pas assez d'humilité pour pouvoir me reconnaître que je fais des gaffes, reconnaître que je peux me tromper, reconnaître que j'ai peut-être pas nécessairement toutes les réponses et certainement pas toutes les solutions, mais à ce moment-là, je vais m'enfermer dans un personnage. Et ce personnage est de plus en plus blindé. Ce personnage va avoir de plus en plus de difficultés à se remettre en question, à voir qu'il ne va pas bien, à voir que les autres ont peut-être pas nécessairement tort dans leur manière de signifier qu'il y a un problème dans leur interaction avec moi, d'accord? Si on regarde la plupart des blogs qui s'adressent aux parents, c'est quand même fou comment l'adulte est toujours la victime du pauvre enfant, du méchant enfant qui vient déranger, d'accord? Alors, on a inversé notre manière de choses. Et dans certaines professions, puis dans le milieu de l'éducation, parfois, ils ont cette tendance-là. Ils se sont pris entre le marteau et l'enclume, entre ce que le ministère et le patron veut, entre ce que les parents veulent éventuellement, les comportements. Donc, il y a une réaction un peu corporative de dire nous sommes victimes en fait d'un peu tout le monde. Ça va renforcer cette image narcissique. Et donc, tu renforces et à un moment donné, tu t'exposes. Ouais. Donc, j'entends, tu sais, les causes déjà biochimiques au niveau neurosciences là, que tu nous expliques au niveau des émotions. Mais il y a des déclencheurs à ces émotions, comme tu disais dans ton exemple avec le bus. Si on prend les professionnels, c'est certain que, tu sais, des déclencheurs, bon, il y a la surcharge de travail. Tu sais, on sait le temps d'heures supplémentaires obligatoires, souvent chez les professionnels de la santé, le manque de personnel chez les enseignants. Donc, il y a de plus en plus de travail. C'est un des paramètres majeurs qui crée de la détresse psychologique, qui crée de la fatigue. Bon, comme tu l'as dit, il y a aussi la demande des enfants qui sont de plus en plus exigeants, peut-être, tu sais, moi je suis pas spécialiste de l'enfance, mais aussi au niveau des patients, des protocoles hospitaliers, etc. Donc il y a de plus en plus de demandes. Puis il y a aussi ce que tu disais, être pris entre le marteau et l'enclume. Cette espèce de... Moi, dans les professionnels que j'accompagne, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté aussi. Quand tu es professionnel, tu adhères à une charte éthique, tu adhères à des valeurs. Puis tu fais ça parce que tu as en général une vocation, tu as une fibre, tu as quelque chose qui t'appelle, qui t'interpelle profondément. Mais parfois, dans la pratique, dans la réalité de tous les jours, tes valeurs peuvent être confrontées aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle les conflits éthiques, les conflits de loyauté quand, quelque part, ton chef te demande quelque chose, mais que toi, tu sens qu'au niveau de ton service de clientèle, tu voudrais faire autre chose. Donc, tout ça, c'est aussi des problématiques, je pense, extérieures qui vont aller créer le phénomène. Peut-être nourrir l'ego aussi, comme tu dis, mais ça va aussi quand même créer une problématique vraiment réelle où la personne se sent en scission par rapport à ses valeurs. Et notamment, récemment, j'ai un enseignant, moi, qui m'a écrit, qui était un enseignant du milieu universitaire il y a 10 ans. Il arrive toujours pas à retrouver son identité sociale parce qu'il s'est senti vraiment démoli par le harcèlement psychologique institutionnel. Est-ce que c'est une problématique que toi tu vois dans ta pratique, surtout sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, le harcèlement? Mais en fait, oui, parce que tu sais, tantôt quand je nommais que on est il y a des phases narcissiques, nos institutions vont vouloir défendre coûte que coûte leur image. Et c'est certain que si on reprend la triste histoire qui s'est passée à Sainte-Marthe, l'école a été bousculée. Donc, tous les enseignants de cette école-là ont été bousculés. La direction a été déplacée, a été mise en congé. La directrice générale du centre de service scolaire a été lourdement, questionnée par les médias. Donc, c'est certain que tout ça, quand il y a un épisode où on dénonce
une situation professionnelle qui n'est plus acceptée aujourd'hui. Mais c'est pas juste ce qui s'est passé à un endroit, c'est que ça résonne sur l'ensemble de l'institution. Et la manière dont on va en parler, ben, c'est certain que il y a personne qui a le goût de gérer ce genre de situation. Tu sais, moi, ça fait 25 ans ou plus que je réponds à des questions des journalistes, mais j'ai toujours le beau rôle. Je viens expliquer des phénomènes, je viens parler des valeurs humaines, je viens parler de santé mentale, je viens parler d'éducation. J'ai jamais été dans une situation où on me questionnait, on essayait de trouver la bibite pour pouvoir me faire tomber. T'as pas vécu de harcèlement finalement? Mais en tout cas, pas avec le média, mais je peux comprendre que la directrice générale ou le directeur de l'école, eux ont été pris à devoir répondre à des questions où c'est de la gestion de travail, c'est de la gestion d'équipe, il y a des enjeux syndicaux, il y a des enjeux internes qu'on ne connaît pas et qui ne peuvent pas nécessairement se mettre devant la caméra ou devant le micro. Donc, le réflexe que les institutions vont avoir, c'est d'essayer de donner une image de perfection de leur institution. Et parfois, cette volonté de vouloir donner une image de perfection, ça fait en sorte qu'il va y avoir une pression à l'interne, d'accord, pour que le professionnel qui pourrait dénoncer éventuellement une situation inacceptable se taise au plus. Il y a aussi des enjeux parce que il y a des gens qui aiment ça, leurs 15 minutes de gloire. Donc, quand ils voient qu'il y a un professionnel de leur équipe qui est allé à la télévision, eh bien, ça se peut que un patron dise « Hey, ça aurait donc dû être moi qui était devant la caméra. » Et j'ai vu des situations où la direction d'institution réagissait justement de manière vraiment questionnable par rapport à ça, parce que ce n'est pas l'objectif d'informer le monde, c'est juste une question de narcissisme. Donc, il peut y avoir un paquet de choses. Quand on prend l'affaire Patrick Provost, Patrick a posé des questions. Et ces questions, il fallait qu'on les pose. On voit que l'Université Laval n'a pas apprécié du tout le type de questions qu'il a posées. Pourquoi? Parce qu'elle a des enjeux financiers avec des commanditaires de recherche qui ne veulent pas que Patrick pose des questions telles qu'il a posé des questions. Donc, il y a une raison pour laquelle parfois les institutions vont fonctionner. Mais le professionnel qui est là-dedans, que n'importe qui, c'est certain qu'ils se sont écrasés par le système. Et veut pas, si la personne n'a pas développé suffisamment de ressources internes pour se dire, OK, moi, je vais être capable de fonctionner dans cet environnement-là et je vais maintenir le cap, le réflexe normal et naturel, c'est de se taire. Et souvent, les lanceurs d'alerte, ça prend beaucoup de temps ou un peu de folie pour qu'ils osent pouvoir dénoncer un certain nombre de choses qui peuvent être là. Donc, l'idée, pour moi, je crois que si on veut de l'éthique, il faut qu'on parle de nos zones d'ombre. Si on veut qu'on améliore le bien commun, il faut qu'on puisse avoir des espaces de discussion. Et si on n'a pas ces espaces de discussion-là, on n'est plus dans une forme de démocratie. Tu sais, quand on va chez le médecin, c'est certain que le patient qui est éventuellement suspecté d'avoir un cancer, il doit s'en remettre à la science de l'oncologue pour s'assurer qu'il puisse éventuellement guérir. Mais est-ce qu'on lui laisse le choix du type de traitement qu'il va prendre ou est-ce qu'on va lui imposer un traitement spécifique, d'accord? Et c'est là que il y a un acte d'accepter de travailler éventuellement avec le médecin, avec l'infirmière, avec le psychologue, c'est un enjeu de santé mentale, où on dit, OK, je te fais confiance. On doit faire confiance quelque part à nos enseignants qui vont apprendre à nos enfants à lire, à calculer et à plein de choses. Ouais. Mais en même temps, si on ne comprend pas les enjeux soit corporatifs, soit individuels qui vont moduler le travail de la personne, ben c'est certain qu'il va y avoir pas de problème. Je reprends l'exemple de l'oncologue. Si l'oncologue reçoit beaucoup d'argent des pharmaceutiques pour faire tel ou tel type d'intervention, mais il va peut-être parler des interventions qui font faire plaisir à ses commanditaires et pas nécessairement d'autres formes d'intervention qui pourraient être utiles pour améliorer sa santé. Et c'est là que l'éthique, la réflexion, la démarche réflexive, elle est nécessaire pour sortir justement des enjeux. Puis la même chose quand on est parfois dans une corporation, on a une manière de penser qui est parfois très linéaire parce qu'il y a plein de choses que l'on fait depuis des années. Et pourquoi est-ce qu'on les remettra en question? On les fait depuis des années. Aussi bien pour toi que pour moi, on a des formations qui sont multidisciplinaires où on associe à la fois les sciences dures avec les sciences dites molles, c'est-à-dire le côté plus humain. On va voir peut-être des enjeux plus collectifs, plus globaux, plus éthiques
Et on a besoin de ramener tout ça à l'intérieur. Mais pour ça, il faut de l'humilité. Si la personne, elle n'est pas capable, ou que ce soit un dirigeant ou un professionnel, n'est pas capable de dire, OK, moi, je suis là avec vous. Et comment est-ce qu'on peut faire pour créer un monde meilleur? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que désormais, tel type de pratique puisse être encouragé et que tel autre type de pratique, on puisse les abandonner? Si la personne n'a pas suffisamment d'humilité ou si l'institution n'a pas suffisamment d'humilité, ben veut pas, on n'aura pas de démarche réflexive. Parce que ce sera trop dangereux. Ce que je retiens aussi de ce que tu viens de dire, c'est que l'aspect communication est vraiment essentiel aussi à l'intérieur des institutions, à l'intérieur des milieux de travail. Puis moi, j'ai constaté, en tout cas, tu sais, avec les professionnels que je côtoie, c'est qu'il y a une perte de confiance. Une perte de confiance, souvent, parfois, entre le professionnel et la personne qui le dessert. Donc, par exemple, entre l'enseignant et les élèves. Moi, j'ai vu dans le milieu infirmier, des soins infirmiers, des enseignantes qui sont plus capables de parler aux élèves infirmières, donc qui sont quand même des adultes, et puis que normalement ils sont là pour être accompagnés. Et il y a aussi parfois une perte de confiance entre l'enseignant ou le professionnel et sa direction. Donc évidemment, développer, améliorer la communication, c'est très 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 important. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi prendre soin de soi parce que, tu sais, on l'a vu, moi j'ai trouvé triste la manière dont on a catalogué beaucoup de personnes qui se posaient des questions pendant la crise sanitaire. Mais pour certaines personnes, la manière dont le discours était énoncé dans le point public réveillait des traumas. Alors, il y a des personnes qui, parce que leur trauma était réveillé, ils étaient contents qu'on leur dise quoi faire, comment faire et pourquoi le faire. Et il y a d'autres personnes qui ont réagi d'une autre manière. Non, viens pas me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Je veux pas perdre ce que j'ai. Donc, je pourrais prendre l'exemple de personnes qui sont nées en Argentine et qui ont vécu la junte militaire, de personnes qui ont vécu en Roumanie et qui ont vécu Ceausescu, qui ont vécu l'Algérie quand il y a eu les fanatiques qui sont venus au pouvoir il y a une 25 ans. Donc, il y a plein de populations qui ont réagi par rapport aux mesures et au lieu de les écouter, malheureusement, on les a catalogués. Malheureusement, on les a critiqués. On n'a pas pris l'écoute. Et je prends cet exemple-là pour montrer à quel point c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus large qu'on ne le croit. Et bien souvent, quand l'enseignant est face à un parent, il a peur du parent. Il sent entre le marteau et l'enclume. D'accord? Mais le parent, lui aussi, il vient avec quelque chose. Lui aussi, il a vécu quelque chose. Il a une histoire. Et à l'époque où moi j'enseignais, quand j'étais en Belgique, j'enseignais au primaire pendant quelques années, je permettais aux parents de mes élèves de venir me voir en fin de journée. J'étais le seul prof qui le faisait. Mes collègues, ça les aimait pas ça. Mais pour moi, c'était important. Premièrement, comme enseignant, je considérais que c'était un honneur d'accompagner les enfants que j'avais dans ma classe. Donc, quelque part, c'était une démarche d'humilité qui fait en sorte, hey, je suis honoré de pouvoir vous accompagner. La deuxième chose, c'est que si le parent se pose des questions et qu'il vient m'en parler à la fin de ma journée et que je prends 10, 15, 20 minutes avec lui pour l'écouter, pour comprendre comment il vit les choses et le rassurer éventuellement, d'accord? Pour lui dire, ben voilà, moi, mon intention quand je fais ça, c'est telle chose. Quand je fais telle chose, c'est telle chose. D'accord? Donc, il y a un échange et une relation qui se crée avec moi. J'avais des parents qui m'adoraient. Parce que à partir de ce moment-là, j'avais des alliés. Ça veut dire que si j'avais éventuellement une remarque à faire à un enfant qui aurait peut-être bougé un peu trop ou qui oubliait son devoir ou qui avait réagi d'une manière qui contrevenait au code de la vie de l'école, mais on s'entend que mon meilleur allié, c'était le parent. Parce que le parent qui avait confiance en moi, parce que je l'avais respecté, il va dire, moi j'ai confiance en ton prof. D'accord? Or, ici, on dirait qu'il y a des solitudes qui sont en train de se créer. Et ces solitudes-là, on les a dans le milieu de la santé depuis plusieurs années. D'accord? Essaye donc d'aller chercher un spécialiste, un médecin spécialiste. Ça prend pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une structure très hiérarchisée, cloisonnée, qui fait en sorte que c'est compliqué d'aller voir éventuellement un médecin spécialiste. Okay? Mais on est en train d'avoir un peu ça dans nos écoles aussi, dans beaucoup d'autres institutions, parce que ça généralise. C'est un mécanisme de protection que les institutions se donnent pour éviter d'être trop pris en défaut ou de se remettre en question sur certains aspects. Mais si le parent, lui, est porteur, par exemple, il a été bousculé par un enseignant, ou il a été bousculé par son père ou sa mère, ou il a vécu quelque chose de difficile, ou il a l'impression de ne pas pouvoir se développer comme il aurait voulu se développer quand il était à l'école, veut pas, il y a des traumas qui sont là. Et ces traumas-là,
ça fait en sorte que ils ont peur que leurs enfants vivent la même chose que eux ont vécu. Donc, quand moi j'entends parler d'un parent chasse-neige ou d'un parent hélicoptère, je vois juste un parent qui a peut-être juste besoin d'être rassuré. Mmh. Donc, si comme professionnel, je peux le rassurer, je vais désamorcer la crise. Ouais. Si comme professionnel, je réagis d'un point de vue narcissique, d'accord? Parce que j'ai trop peur de me remettre en question, parce que j'en ai trop sur les épaules, parce que je sais plus où donner de la tête, donc je vais utiliser mes mécanismes de suradaptation et je vais vouloir me protéger plutôt de rentrer en relation avec l'autre. Mais veut pas, ce que ça va faire, c'est que je vais de plus en plus blinder. Donc, si l'autre veut se faire entendre, il va devoir crier plus fort, d'où les fameux parents rois dans certaines écoles. Mais souvent, de nouveau, je reviens, c'est des parents qui ont besoin d'être entendus. C'est des parents qui ont peur que leur enfant ne souffre. Donc, comment est-ce que je peux le rassurer, ce parent-là? Ben, c'est la communication et la connexion. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis, là, la connexion. Donc, tu sais, on essaye de faire de la promotion au bien-être, la prévention de la détresse psychologique dans les milieux, mais ça doit passer par la communication, la connexion. Donc, nous, on a un projet novateur, je t'en parlerai hors antenne, où on a le goût de rentrer dans les milieux, puis de réouvrir cette communication entre les enseignants et leur direction, les enseignants et leurs élèves. Ce que j'aimerais pour finir, comme on a quand même un public de professionnels, j'aimerais ça que tu donnes un truc très pratique qui peut les aider justement, ceux qui se sentent en difficulté, qui sentent qu'ils sont sur la brèche, en train de se fermer, comme tu disais, peut-être en train de se surprotéger, parce qu'ils vont pas bien. Hein? Est-ce que tu aurais un truc pratique? Mais tu sais, je vais le prendre par anecdote. Il y a quelques mois, je donnais une formation de gestionnaire d'entreprise et je leur expliquais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour pouvoir prendre soin d'eux pendant la journée. OK? Et puis, à un moment donné, j'ai un monsieur, 65 ans environ, qui se lève, je me dis, je m'attendais à ce que vous me disiez d'aller me promener dans le bois. Je le regarde, je dis, est-ce que vous avez le temps d'aller vous promener dans le bois? Non, c'est pour ça que je vous l'ai pas dit. Donc, souvent, quand on donne des outils pour que les professionnels aillent mieux, on les amène à l'extérieur d'eux. On les amène, en fait, à l'extérieur de leur travail. Donc, ça amène une augmentation. Si je dis à une personne qui est déjà submergée, va donc faire du yoga, la personne, elle va pas être capable. Je lui donne une tâche de plus. Si je lui dis va méditer, elle va pas faire le plus parce que c'est de nouveau quelque chose de plus. Donc ça augmente la charge mentale, ça augmente la suradaptation. Donc en voulant faire bien, on fait du tort. Par contre, si on dit qu'est-ce qu'on recherche éventuellement dans le yoga? On cherche à être plus connecté à notre corps, à mieux sentir. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on doit sentir notre corps? Je sais pas. Si je sens mon corps et que je sens les différentes vagues neurohormonales, que je sens la tension qui est là, je sens que ma respiration change, que mon rythme cardiaque est de plus en plus accéléré, que j'ai les poings qui sont serrés, que j'ai la mâchoire qui est bloquée, mon corps est en train de me dire que je suis en colère. Donc, si moi, je suis en suradaptation et que je ne suis pas conscient par mon mental que je suis en colère, mais que mon corps me le dit, et que grâce en fait, à cette connaissance de mon corps, j'arrive à décrire ou à identifier l'émotion dans laquelle je suis, j'ai une information. Si juste au contraire, j'ai le cœur grand ouvert, je suis heureux, je suis joyeux, je sens une légèreté, je suis en contact avec mon corps. Donc, essayer de revenir le plus possible avec son corps. Puis si je reviens avec la méditation, de nouveau, on peut voir souvent que la méditation, c'est d'aller se mettre en position de lotus quelque part dans un ashram ou au bord d'un lac, mais il y a des gens pour lesquels ça va être extraordinaire. Ma blonde est une contemplative, donc pour elle, c'est le genre de choses que elle va privilégier dans sa vie. Moi, je suis quelqu'un qui est très engagé, tant dans mon professionnel, très actif. D'accord? Donc, pour moi, ça ne répond pas à mes besoins. Je me suis forcé pendant des années, jusqu'au moment où je me suis posé la question, mais à quoi ça me sert de méditer? L'objectif de la méditation, c'est d'installer un état de paix à l'intérieur de moi. Donc, si je sens que je suis en colère, d'accord? Que ma mâchoire se ferme parce qu'il y a quelque chose, quelle que soit la situation, que ce soit l'autogénéré ou l'extérieur qui me dérange, que je dis, OK, je vais ramener un état de paix à l'intérieur de moi pour être capable de dialoguer avec la personne ou être capable de me reconcentrer sur mon travail. C'est ça l'objectif de la pleine présence, c'est d'apprendre à lire notre corps et à utiliser des outils dans le moment présent pour pouvoir arriver, en fait, à réguler notre vague neurohormonale. Et un des meilleurs outils que j'ai, pour moi, c'est la cohérence cardiaque. C'est-à-dire d'utiliser ma respiration, d'amener une respiration pleine et entière qu'on va retrouver dans le yoga, qu'on va retrouver dans la méditation,
d'accord, qui va me permettre en fait de faire en sorte que, oui, je vais avoir des vagues neurohormonales qui m'amènent à réagir et à guider ma journée pour m'adapter à tout ce qui est là, mais je vais la canaliser dans un état de paix, ce qui veut dire que je réduis au maximum, j'ai bien dit que je réduis, j'ai pas le contrôle sur tout ce qui peut se passer, d'accord, je réduis au maximum le risque de tomber en suradaptation. Donc, je peux être quelqu'un qui est très impliqué, qui est très engagé dans beaucoup de choses, mais en même temps, je vais être capable de pouvoir rester centré pour pouvoir faire ce que j'ai à faire en offrant le meilleur de moi-même au quotidien. Et la chose qui est importante pour le professionnel, c'est que s'il n'apprend pas à le faire pendant sa journée, qu'il soit enseignant, infirmière, avocat, ingénieur, médecin, s'il ne fait pas ça pendant sa journée, le prix à payer, c'est de faire mal aux gens qu'il aime ou qu'elle aime le plus. Parce que quand on est sur le travail, on fait attention, on est en suradaptation, et quand on rentre à la maison, une boîte à lunch qui est pas rangée, un vêtement qui traîne, une tasse qui aurait dû être dans le lave-vaisselle et qui n'y est pas, le moins déclencheur fait en sorte qu'on se fâche contre notre partenaire de vie ou on se fâche contre nos enfants et on va décharger toute l'accumulation de stress qu'on a vécu pendant la journée. Donc, quand on fait attention à soi pendant la journée, non seulement on réduit le risque de fatigue de compassion, c'est plus agréable de vivre de cette manière-là parce qu'on est plus dans une situation de paix et surtout, ça protège notre noyau familial qui est si important pour nous. Puis si on n'a pas de famille ou qu'on n'a plus de famille ou que les enfants ont quitté la maison ou qu'on est seul, c'est nos amis et nos amis qu'on voit le soir éventuellement et qui ont passé une soirée. Et donc, c'est pas quelque chose à faire en plus, c'est quelque chose à faire en parallèle pour éviter justement de tomber en suradaptation. Merci. On entend toute ton expérience, ton vécu, puis ton expérience d'accompagnement. Et je peux dire aux professionnels qui sont au bord de la crise de nerfs que s'ils veulent, ils ont plein d'outils sur tes plateformes web. Oui, notamment cerveau-et-psychologie.com. Voilà, donc ça, on va les mettre dans le petit descriptif de la vidéo. On va mettre les liens. Donc je te remercie énormément. C'est très, très précieux de t'avoir rencontré aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. À la prochaine. À une prochaine.